Très bien. Et donc, pour commencer donc, cette série d'entretiens et de rencontres, je vous propose de partir à Cholet, à la rencontre d'Olivier Verlel. Merci Olivier d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la société choletaise de fabrication. Vous fabriquez, vous, des lacets à l'origine. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter votre entreprise ? Alors, Société Choletaise de Fabrication SCF, ou la Choletaise pour les intimes, nous sommes tresseurs, tisseurs, tricoteurs en petite largeur et denteliers, toujours en petite largeur. Vulgairement, nous achetons du fil et nous montons 2000 machines. Je ne me suis pas trompé, il y a bien 2000 machines, nous sommes 50. Et nous travaillons pour les marchés de la mode et les marchés techniques. D'accord, donc la preuve qu'à Cholet, on ne fabrique pas que des mouchoirs, on fabrique aussi des lacets. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire comment on passe du lacet précisément au sport de haute technicité, comme vous l'avez fait ? Alors oui, c'est une... Alors on revient dans l'histoire, l'entreprise existe depuis les années 60. Et à l'origine, effectivement, c'est une aventure qui démarre dans le bassin choletais, où il y a toujours beaucoup moins, mais il y avait beaucoup d'usines de chaussures. Et donc, la famille qui avait l'entreprise faisait des draps de lin, et tout ça avait capoté. C'est les fers, ça s'appelait les fers chauds, et puis c'est la famille Biotto, les propriétaires des rames, qui étaient venus leur demander de faire des lacets. Et pendant comme ça des années, l'usine a fabriqué des lacets, et puis petit à petit, il a fallu tisser pour faire les bordures de chaussures, les tire-bottes. Puis petit à petit, c'est passé à la mode. C'est-à-dire, il fallait faire des galons, des cordons de capuche, et puis les sangles pour les anses de sac, puis des produits techniques, des sangles pour faire des harnais. Et ainsi, tout ça s'est développé jusqu'à aller sur des produits de plus en plus techniques et à faire ce qu'on pourrait qualifier d'un câble technique. Donc en réalité, l'évolution s'est faite sur des savoir-faire de base, tisseurs, tresseurs, tricoteurs, denteliers, et sur ces savoir-faire de base, nous sommes allés travailler des matières de plus en plus techniques sur des montages de plus en plus complexes et des contraintes qu'il fallait atteindre, mécaniques, quelquefois aussi chimiques, sur des résultats à atteindre vis-à-vis de cahiers des charges clients. Et c'est comme ça que l'on a fait des produits de plus en plus techniques. Ouais, c'est assez passionnant de voir ces évolutions comme ça dans les stratégies industrielles en fonction des opportunités. Alors justement, en quoi le sport est-il une opportunité particulière pour l'industrie textile, Olivier ? On voulait parler du sport parce que c'est quand même le grand thème en ce moment. Donc effectivement, moi j'en ai plusieurs. C'est que faut pas. Le sport est souvent connecté sur des produits de grande consommation avec des marques internationales très connues. Dans notre cas, c'est un marché florissant qui s'appuie sur un acteur français connu. On a une quarantaine de clients dans le sport. Donc, on parlait de la mode tout à l'heure, du marché technique. Donc, c'est un marché technique qui est entre la mode et le marché technique, puisque le sport adore la couleur, mais le sport adore la technique aussi. Donc, on est bien entre les deux. Et il y a un gros client pour nous, et sur lequel on travaille énormément sur... c'est un client qui s'appelle Salomon, tout le monde le connaît. Et on travaille sur deux marchés. Donc, on a des marchés sur les chaussures de ski, tout l'équipement d'hiver, et puis des marchés sur le trail ou sur leurs chaussures de course en montagne où on fait un câble. Alors, ce câble est un vrai enjeu technique à faire puisqu'il répond à énormément de contraintes. On est à la limite des savoir-faire du tressage. Mais c'est aussi un enjeu industriel très, très fort pour nous parce qu'il a fallu structurer une organisation, là, je vais utiliser dans le lean, où il a fallu rationaliser énormément le process, mais aussi beaucoup tout ce qui est contrôle, qui est vraiment aucun défaut, que tout soit détecté, qu'on ait des pistes d'audit pour savoir exactement d'où vient le fil qui a perdu telle production, quelle est la machine qui a produit le produit. On a une centaine de métiers qui tournent sur cette production. On a des outils très très modernes de contrôle de qualité et de bobinage. Donc là, on a des enjeux qui rendent l'espace où je suis actuellement presque anachronique. Ça peut complètement être étonnant de se dire mais où il est et pourquoi il nous parle de tout ça. Mais c'est ça aussi le textile, c'est de marier en quelque sorte des mondes anciens avec une modernité et tout ça est compatible. Très très bon résumé en tout cas de cette adaptation permanente à l'innovation. Merci beaucoup Olivier. Merci Olivier. À bientôt, au revoir. Au revoir Olivier, merci.
une petite réaction à ça, Dominique. C'est assez passionnant. Déjà, c'est même beau à voir à l'image, je trouve, tous ces enchaînements de couleurs, ces boucles qui tournent. J'ai deux réactions. Un, d'abord, la prouesse entrepreneuriale, d'avoir fait cette reconversion et d'avoir su survivre en prenant les bonnes décisions. La deuxième, elle est liée au lien qu'il y a entre le textile et le sport, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui, et qui est incarné à travers les propos de monsieur sur deux choses. Il y a d'abord les liens objectifs liés à la performance. Quand vous allez chercher un textile pour faire du sport, vous allez chercher essentiellement deux propriétés, deux fonctionnalités qui sont l'allègement et la résistance. Vous voulez, l'ennemi c'est le poids en sport, donc vous voulez absolument des matériaux les plus légers possibles et vous voulez également de la résistance parce que c'est des conditions extrêmes dans lesquelles vous allez utiliser. Donc ça c'est les raisons objectives liées à la technique, liées à la performance. Et puis il y a des raisons tout à fait subjectives et qu'a évoqué monsieur, qui est l'article de sport, le textile lié à l'article de sport. C'est à la fois un doudou, c'est-à-dire que vous êtes habitué à mettre votre short fétiche, votre paire de chaussettes donc fétiche. Le design, le confort, tout ça. L'habitude, donc il faut du coup qu'en amont, et objectivement, ça résiste, parce que vous êtes habitué, vous n'aimez pas en changer. Et puis la deuxième chose sur la subjectivité, outre l'habitude et le côté doudou qui vous rassure, il y a aussi la personnalisation. C'est ce qu'il a évoqué à travers les couleurs. Si vous avez votre maillot à vous, finalement, vous êtes un tout, la personne, les qualités physiques, les qualités athlétiques, les qualités psychologiques, mais vous êtes un personnage aussi. Ouais. Et votre article de sport, c'est évidemment complètement amplifié dans les sports artistiques, avec les tenues sur le patinage artistique ou la gymnastique, mais même en athlétisme, moi j'étais sur l'athlétisme, même quand vous avez l'équipement de l'équipe de France, qui est quand même standardisé, vous avez toujours envie de personnaliser. Ah oui. Et voilà. Vous parlez d'un doudou, mais on peut parler d'un gris-gris aussi. D'un gris-gris, exactement. Sportifs, on pense à Nadal par exemple. Voilà. Et alors, je vais vous donner un tips pour les industriels du textile qui travaillent dans le secteur du sport. Il y a quand même un truc qu'on n'a jamais résolu, donc je le dis, c'est l'accroche du dossard sur le maillot. Il faut que ça soit le plus facile possible, parce que quand on est bientôt dans les starting blocks et qu'on a oublié d'accrocher son dossard, il faut un système facile. Très bien. Une réaction de Yves Debief en face, le président donc, de l'IFTH. Les propos d'Olivier, je crois que tout ça, cette transformation de son business model, ça s'est fait également avec la collaboration de l'IFTH. Et l'IFTH, donc, qui est le centre technique industriel de la filière, l'Institut français du textile habillement, et qui est présent tout au long de la chaîne, de la fibre et du fil jusqu'aux vêtements confectionnés, en passant par le tissage, le tricotage et l'endoblissement, mais également la gestion de fin de vie de l'article et l'éco-conception. Mais vous savez quoi ? Comme je le disais en introduction, des images valent parfois 1000 mots. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu à quoi ça sert l'IFTH. l'IFTH. Mais voilà, justement, c'est pour ça qu'il y a des images. C'est parce que c'est dur à dire. Eh oui, et tout ça, ça se passe chez nous, en France. Sur l'ensemble du territoire, oui, principalement à Écully, en Rhône-Alpes, mais également à Tourcoing, à Troyes, à Mulhouse et dans le sud-ouest. C'est une organisation qui est forte de 140 personnes, dont 110 ingénieurs,
Et une des missions de ces 110 ingénieurs de recherche dans leur laboratoire est de donner une fonctionnalisation de la matière et des étoffes en surface ou dans leur conception. Et on le retrouve très certainement dans les fils ou les câbles d'Olivier, de la Scholtes de confection, avec un développement de fils textiles intelligents, de fils qui sont capteurs de déformation. Et par exemple, on peut citer les fils mécanochromes qui changent de couleur sous une contrainte d'allongement, ou les fils piézoélectriques qui changent de conductivité sous déformation, avec des applications soit dans les tissus, soit dans les tricots, soit dans les tresses, lacets, cordes, et qu'on retrouve après dans l'alpinisme, dans les chaussures de trail de Salomon, sous forme de cordage, mais également dans le domaine de la sécurité, sous forme de harnais, et aussi dans les voiles de bateau, par exemple, qui permet de voir de détecter s'il y a des dommages sur le matériau. Très bien. Donc l'innovation, Dominique, il y a un mot clé dans l'univers du textile. Et l'innovation, et parfois on associe innovation à nouvelles technologies, high-tech, start-up. En fait, c'est quand on voit ce qui se passe dans le textile, et singulièrement dans l'IFTH, vous savez, moi j'ai commencé ma carrière de consultante quand j'ai monté mon entreprise. Un de mes premiers clients, c'était l'IFTH, et on est au tout début des années 90. Donc l'IFTH ne découvre pas l'innovation et la filière ne découvre pas l'innovation. Et donc, ça n'est pas uniquement les startups, ça n'est pas uniquement la high-tech. L'innovation dans le textile, c'est 3 choses. C'est bien évidemment, le produit, mais aussi le process, c'est-à-dire le procédé de fabrication. Il ne faut jamais oublier que c'est une industrie, le textile. On n'est pas seulement sur le produit final, on est sur une industrie, on l'a vu dans le début de cette émission. Donc, le textile et l'innovation dans le textile, c'est produit et procédé. Et puis la deuxième chose qui est très importante de rappeler, c'est qu'on l'a vu depuis le début de cette émission, le textile, c'est une filière avec de nombreux maillons. Et l'innovation, elle est aussi organisationnelle. J'aime bien vos expressions parce qu'elles sont tout à fait raccord. C'est le champ lexical voilà. Mais c'est une réalité. Je veux dire, la théorie, et c'est la pratique en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses applications, plein d'applications. Il y a de nombreuses fonctionnalités qui sont rendues, mais surtout, il y a de nombreux maillons dans la filière. Donc, on peut innover sur l'amont de la filière avec la fibre, jusqu'à l'ennoblissement, jusqu'à le packaging et les domaines d'application. Donc c'est très riche d'innovation parce que chaque étape du process peut en soi innover. Très bien. L'innovation, c'est aussi l'organisation des chaînes de valeur, de filières. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est le produit, le process, les filières. Et si les acteurs de cette filière travaillent ensemble et qu'il y a quelque part une production qui est faite en amont et qui est livrée à l'aval de la filière, c'est tout un pays ou toute une filière nationale ou en tout cas européenne, continentale, qui est plus performante.